J'ai toujours adoré les Formule 1 de la saison 2007 et 2008. Des lignes pures, parfois c'est complexe sur des appendices aérodynamiques, mais les proportions étaient tellement bien équilibrées que, peu importe la voiture, c'était beau. Toutes étaient belles, que ce soit la McLaren ou la Ferrari d'ailleurs, en particulier dans son rouge un peu plus sombre. L'une des plus belles sur le design, ça restait quand même, je trouve, la Red Bull ou la Toro Rosso, qui partageaient d'ailleurs le même châssis à l'époque, avec un nez similaire à la MP420 de 2005, qui reste sans doute, de mon point de vue, la plus belle Formule 1 de tous les temps. Et assez bizarrement, la Red Bull était une saucisse sur cette saison, comparée à la Toro Rosso. Mais pendant cet hiver 2008-2009, je vivais, en tant que fan, mon premier bouleversement réglementaire sur l'aérodynamique des Formule 1. Sur des voitures de la saison 2008, les écuries y ont monté des ailes avant ou des ailes arrière de la nouvelle réglementation 2009. L'aile avant paraissait horrible, énorme, simpliste, disgracieuse. L'aile arrière, étriquée, timide et ridicule. On venait de massacrer des œuvres d'art en carbone et la nouvelle réglementation allait enlaidir la beauté des Formule 1. Bref, l'avenir à ce moment-là était empli de doutes, d'incertitudes et surtout de peur. Et généralement, une nouvelle réglementation en Formule 1, c'est ce que ça provoque. De la peur. Et à part pour 2022, où on a eu le droit à un travail pédagogique énorme sur pourquoi on faisait un nouveau règlement technique aéro et comment ce règlement allait être bénéfique pour les fans, rarement ça a été aussi limpide. Et 2026 se rapproche plus de 2009 que de 2022. Et ce, malgré quelques présentations, que ce soit sur la partie châssis il y a un an ou sur le moteur. Et le problème, c'est que l'on va vivre la plus grosse révolution technique de l'histoire de la Formule 1. Et le public n'a aucune idée de comment cette nouvelle réglementation va fonctionner, comment elle va nous impacter, nous fans de Formule 1, et surtout, pourquoi on fait cette réglementation en fait. Alors on entend ça et là quelques bribes qui nous accrochent avec quelques titres d'articles comme le fait qu'on n'aura plus de DRS ou que les voitures seront plus petites, mais malgré cela, on entend surtout les pilotes avouer que le plaisir du pilotage n'est plus là et que le défi de compétiteur se trouve dans le fait d'aller chercher de la performance et de piloter différemment. La réglementation 2026 fait donc peur, oui. Et du coup, avec mon équipe, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de faire une vidéo la plus complète possible sur ce qui nous attend d'ici 6 mois. On aura donc un nouveau moteur et ça fait des années qu'on en parle. Ça devait être à l'origine fait en 2021, mais comme la Formule 1 a voulu se concentrer sur un règlement châssis pour améliorer les batailles en piste, on a repoussé ces futurs moteurs. Et qui dit nouveau moteur dit potentiellement nouveau châssis. Et ça, pour le coup, c'était pas prévu à la base. Et là, c'est en train de partir un peu en sucette car les équipes avaient commencé à tester des concepts sur la manière de faire fonctionner le nouveau moteur en simulation. Et c'est pas très beau. Il semblerait que les pilotes doivent rétrograder à fond en bout de ligne droite pour recharger la batterie avant le freinage. Ou encore, il faudrait que le moteur thermique tourne à fond dans l'épingle du Fairmont à Monaco pour recharger la partie électrique de la voiture qui sera en train de la faire rouler. Mais avant de plonger un peu en profondeur dans ce nouveau règlement moteur, il faut qu'on revoie le règlement de l'unité de puissance que l'on a aujourd'hui en Formule 1. Parce qu'au final, l'architecture est relativement proche, entre guillemets, de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais le fonctionnement est pas du tout pareil. Enfin... Bon, c'est compliqué, vous avez compris. Aujourd'hui, on a donc un moteur à combustion interne. C'est celui qui marche à l'essence, c'est le fameux V6. On y a greffé un turbo pour améliorer le rendement global. Et puis, sur la partie hybride, on a donc le MGU-K et le MGU-H et des batteries, ce que l'on appelle plus communément l'ERS, l'Energy Recovery System, le système de récupération d'énergie. Le MGU-K, c'est la dynamo pour récupérer l'énergie cinétique au moment du freinage sur les roues arrière. Ça sert de frein en plus des disques. Le MGU-H, c'est un peu comme le MGU-K, mais c'est placé sur l'axe du turbo. Et donc les gaz d'échappement expulsés font tourner la turbine du turbo qui permettent de récupérer de l'énergie. Et donc toute cette énergie qu'on va récupérer, on va la transformer en électricité pour la mettre dans des batteries pour pouvoir la redéployer un peu plus tard, dans les phases d'accélération notamment. Sur le MGU-K, on va donc donner un coup de pouce aux roues arrière en plus du moteur thermique. Sur le MGU-H, on va s'en servir pour faire continuellement tourner le turbo à grande vitesse et donc annuler ce que l'on appelle le turbo lag. Et le MGU-H peut récupérer de manière illimitée l'énergie du turbo qui tourne. Donc plus la voiture roule vite, plus le MGU-H recharge les batteries. La partie hybride est gérée de manière prédéfinie par les ingénieurs avec du déploiement et de la recharge en fonction de l'endroit où la voiture se trouve sur le circuit. Évidemment, ça change selon les circuits. Le pilote a quand même à disposition plusieurs réglages en fonction de s'il a besoin d'attaquer ou de défendre une position, de faire un tour qualif ou de rouler à un rythme de course défini. D'ailleurs, le MGU-K ne peut pas continuellement déployer de l'énergie sur tout un tour, sauf peut-être à Monaco et encore,
mais généralement c'est pas possible sur tout un tour, et donc cela provoque un phénomène que l'on appelle le dérating en anglais. Alors j'insiste sur ce phénomène parce qu'on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo, et je voudrais vraiment que vous reteniez ce que c'est que le dérating. Le dérating, que l'on peut traduire par réduction entre guillemets en français, c'est quand le MGUK arrête de déployer de la puissance aux roues arrière. Ce dérating se déclenche plus ou moins tard en bout de ligne droite et c'est prédéfini par les ingénieurs. Cela se traduit par une vitesse de pointe qui commence à diminuer bien que le pilote soit à fond sur l'accélérateur. Et ça se matérialise par les feux arrière qui clignotent pour prévenir les autres pilotes derrière que la voiture devant va perdre de la vitesse, ce qui n'est pas un comportement entre guillemets normal de base en bout de ligne droite, surtout à haute vitesse. En fait, c'est quand le moteur thermique se retrouve tout seul pour pousser la voiture. C'est moins efficace qu'avec le MGUK. En revanche, le dérating ne veut pas dire que le MGUK récupère de l'énergie. Le MGUK récupère l'énergie seulement sur les freinages. Et donc, ce fameux bouton Overtake, dont on parle tout le temps, annule le dérating pour que le MGUK continue de déployer de la puissance normalement. Mais ce n'est pas un ajout de puissance supplémentaire ou un boost comme on aime à le penser ou comme on l'utilise dans les jeux de Formule 1. Bon, maintenant que vous avez compris ce que c'était que le dérating, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais j'aimerais qu'on s'attarde 2 secondes sur le MGUH parce que on l'a actuellement en Formule 1, mais il sera plus présent en 2026 et c'est important de comprendre pourquoi. Le MGUH a un véritable intérêt technologique pour la course, mais malheureusement, il en a très peu pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde et pour cause, faut faire tourner le turbo méga vite, donc lui envoyer un maximum d'air, donc rouler potentiellement méga vite pour charger le MGUH. À 130 sur l'autoroute, malheureusement, il se passe pas grand chose non plus. Bon alors ok, je vous en ai déjà parlé, mais Mercedes a effectivement mis des petits MGUH qui font quoi, genre 4 cm à peu près sur leur turbo, sur les voitures badgées AMG dans leur gamme, mais c'est pour améliorer la réactivité du turbo et justement la réponse du moteur à l'accélération. Dernièrement, la Porsche 911 est devenue hybride avec un système similaire au MGUH. Alors est-ce que ça vient de leur expérience de l'endurance avec la 919 ou de leur tentative de bosser sur un moteur de Formule 1? Probablement un petit peu des deux, je suppose. Et vous avez aussi un dérivé du MGUH sur la Ferrari F80 qui a des petits moteurs électriques placés sur les turbos pour annuler le turbolag entre autres, mais qui n'ont pas la faculté de récupérer de l'énergie de ce que j'ai compris. Donc c'est pas vraiment un MGU, c'est plutôt un moteur tout court. Bon alors vous l'avez compris, d'un point de vue matériel, on a quelques petites applications sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde depuis le laboratoire qu'est censé être la Formule 1, mais ça va pas chercher très loin. En revanche, toute la partie software entre guillemets, ou du moins logiciel, elle a été relativement importante puisqu'elle s'est traduite par une meilleure gestion de l'énergie, notamment pour de la performance, chez Ferrari, chez d'autres constructeurs. Ça a été le cas aussi un peu chez Renault pour des voitures plus électriques ou hybrides, etc. Donc sur la partie software, il y a eu un vrai gain. Et donc, comme je vous le disais, en 2026, on enlève le MGUH du moteur et c'est aussi pour cette raison que Audi a bien voulu venir en Formule 1. Depuis qu'on parle de cette nouvelle réglementation moteur, on entend souvent le terme simplification. Alors en termes d'architecture, oui, en termes de fonctionnement, pas vraiment. Avant l'ère hybride, donc avant 2014, les Formule 1 étaient équipés de moteurs V8 atmosphériques avec un KERS, un Kinetic Energy Recovery System, un V8 et un petit système hybride. C'était, je trouve, le meilleur compromis qu'on a jamais eu en Formule 1. Du bruit, un peu d'hybride même si aller plus loin était intéressant, et surtout le KERS qui, lui, déployait un boost de batterie et c'était une arme supplémentaire dont on voyait les pilotes faire usage. Ça ajoutait finalement de la stratégie en plus en termes de pilotage. En 2026, l'architecture est très similaire finalement, mais pas dans les mêmes proportions. On garde donc le V6 thermique que l'on connaît aujourd'hui, et on ajoute juste un très gros KERS ou un gros MGUK. L'intention est d'avoir un V6 qui amène aux alentours de 550 chevaux et une machine K, comme on dit, aux alentours de 470 chevaux. Vous l'avez compris si vous faites un petit peu les calculs dans votre tête, le but de cette réglementation, c'est de se rapprocher d'une unité de puissance qui délivre 50% de la puissance par du thermique et 50% de la puissance par de l'électrique. Pour que ce soit possible, la réglementation a ajusté et ajouté quelques petites subtilités. On triple la puissance du MGUK par rapport à aujourd'hui, ce qui donne un moteur un peu équivalent à ce que l'on a connu en Formule E, et puis l'essence sera 100% synthétique. Alors oui, parce que après les platistes et ceux qui pensent qu'on n'est pas allé sur la Lune,
Il y a ceux qui pensent que le carburant synthétique est une grande foutaise et en fait ça n'existe pas. Bon, vous n'êtes pas nombreux, mais il y en a quelques-uns. Alors je reconnais qu'on voit beaucoup de termes pour définir ce carburant non issu de l'énergie fossile. On parle de durable, synthétique, vert, ce que vous voulez, mais nos amis écolos sont très à cheval sur la sémantique et à raison. Donc je vais employer le terme synthèse qui définit un carburant non issu de l'énergie fossile, donc de ce que l'on appelle plus communément le pétrole, et qui par conception et par production doit réduire son empreinte carbone de presque 80%. Et pour ce faire, on le produit à partir de la biomasse non alimentaire, des déchets ou même de la capture du CO2 dans l'atmosphère. Donc non, il n'y a pas de perte de terres agricoles qui aurait pu être destinée à la nourriture pour l'humanité ou autre. Et oui, le processus doit se faire dans des usines qui fonctionnent sur une énergie verte, donc solaire, éolienne, etc. etc. D'ailleurs, soit dit en passant, les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont utilisé un carburant dit de synthèse entre guillemets parce qu'ils n'avaient plus de pétrole sous la main. Ils ont produit de l'essence à partir du charbon. Donc oui, on sait faire de l'essence autrement que par le pétrole. Maintenant, il faut faire de l'essence proprement. Et ça, c'est un autre défi. Et ce défi est tellement énorme qu'on va parler d'un carburant qui va coûter la bagatelle de 200 à 300 € le litre. Pas le plein, hein. 200 à 300 € le litre. Ça coûte très cher de faire cette essence. En fait, toute la chaîne de production est nouvelle, demande des efforts énormes pour pouvoir produire proprement un carburant synthétique. C'est un tout premier pas et à terme, le but c'est de voir à quel point c'est produisible en masse ou pas et comment le rendre moins cher évidemment. L'intérêt ce n'est pas de remplacer complètement l'essence du pétrole pour la terre entière, mais de pouvoir offrir une alternative plus propre et supplémentaire, notamment pour par exemple des voitures anciennes ou de futures voitures sportives. Je pense que les fans d'automobile avec un peu de réflexion ont compris qu'on allait avoir des motorisations différentes selon l'utilisation que l'on fait de la voiture. En ville, l'électrique, oui, ça fait sens. Hybride pour le péri-rural, oui, ça fait sens. Et thermique pour les grands trajets parce que pour le moment, on n'a pas plus pratique que la bonne vieille essence. Alpine teste avec l'Alpenglow l'hydrogène en tant que carburant pour un moteur thermique, mais l'hydrogène liquide n'est pas simple non plus à produire pour le coup, pas simple à sécuriser car il doit être sous haute pression et pas aussi propre à produire qu'on ne le pense parce que là aussi, il y a un gros défi technique. Du moins, il y a du boulot pour rendre sa production plus propre, mais on en reparlera dans une vidéo dédiée parce que, encore une fois, sur les carburants, il y a énormément de choses à dire. Alors, ce qu'il faut retenir pour l'automobile de demain, c'est qu'on n'a pas une solution miracle, mais plutôt plusieurs solutions qui proposent un mix énergétique intéressant en fonction des usages, et c'est ça qui est cool. Bref, si on revient sur la Formule 1, l'un des plus gros challenges de ce carburant de synthèse va être d'en tirer toute l'énergie possible. Et comme ça réagit pas pareil que l'essence de course normale qu'on connaît issue du pétrole, on va retravailler la combustion. Donc là, on se la coule douce parce qu'on est en juillet, c'est un peu les vacances en parlant des nouvelles voitures, mais je vous assure que ça joue aux petits chimistes chez les partenaires des écuries. Et il est prévu pour le moment que les Formule 1 partent avec 70 kg de carburant et non plus 100 comme c'est le cas aujourd'hui. C'est donc un méga boulot à faire. Et par saison, les pilotes auront seulement droit à 3 power units. Alors bon courage, parce que les pénalités vont pleuvoir et chahuter les grilles de départ pour notre plus grand bonheur probablement. Et enfin je termine, il y a aussi un budget plafonné pour les motoristes, histoire que ça parte pas dans tous les sens à grands coups de milliards. Et comme pour la soufflerie, pour la partie châssis et aéro, où on limite les tests, ce sera aussi limité sur les bancs d'essai pour les moteurs. Bref, les power units 2026 vont devoir faire beaucoup de recharge sur les freinages pour pouvoir redéployer cette énergie en accélération. Car contrairement à aujourd'hui, il n'y aura pas le MGUH qui était le principal générateur d'électricité dans les Formule 1. Et c'est là où ça coince parce que les circuits, eux, n'ont pas changé. Des circuits comme Monza, Silverstone ou même Las Vegas n'ont que quelques gros freinages, mais ils ont surtout beaucoup de lignes droites et donc de longues pleines charges où on n'a pas l'opportunité de freiner pour recharger les batteries. Là, on pourrait se retrouver avec quelque chose comme l'Audi du Dakar où on a un moteur thermique qui sert de générateur pour le moteur électrique. C'est en tout cas ce que disait Adrian Newey concernant l'épingle du Fairmont à Monaco, quand il en avait parlé dans la presse il y a presque 2 ans maintenant. Pareil, Max Verstappen en 2003 faisait état qu'il fallait rétrograder à pleine vitesse en bout de ligne droite pour faire de la récupération d'énergie et c'est ça qui allait le plus vite sur un tour. Et tout ça, ça pourrait conduire à des situations de pilotage pas naturelles et qui pourraient rendre la course assez erratique. Bon alors pas de panique, la FIA a commencé à mettre tout un tas de règles sur le déploiement de l'énergie et sa recharge pour éviter les 2 cas que je viens de vous citer et que ça puisse paraître suffisamment linéaire, notamment sur cette phase de derating, pour que ça reste naturel à la vue, au son et surtout que ça ne soit pas trop frustrant pour les pilotes qui devraient encore plus piloter
à l'économie. Donc en fait, le plus gros problème des moteurs 2026, c'est qu'on a trop de puissance électrique à déployer par rapport à ce qu'on est capable de recharger. Ça coince. Par réglementation, la FIA va demander à réduire la puissance de la partie électrique de manière linéaire lorsque la voiture atteindra une certaine vitesse, donc de faire du dérating contrôlé. À partir de 280 km/h, la puissance électrique va diminuer jusqu'à ne plus donner de puissance quand la voiture atteindra 345 km/h. Concrètement, ça veut dire que les voitures vont avoir une très forte accélération, comme si elles avaient une sorte de nitro, de boost, ce que vous voulez. Ça va envoyer du très lourd en sortie de virage si vous préférez, mais cette forte accélération va diminuer pendant la ligne droite. Donc les voitures vont faire du dérating plus longtemps en ligne droite. Au final, c'est le phénomène que l'on voit aujourd'hui si on y fait gaffe, notamment à Bakou ou à Monza, mais qui sera beaucoup plus prononcé en 2026. Petite subtilité tout de même, si je vous parle de dérating, on aura, comme aujourd'hui, moyen de l'annuler. C'est ce que l'on appellera l'override entre guillemets, c'est le mode overtake des voitures d'aujourd'hui dont je vous ai parlé un peu plus tôt. À ce moment-là, la voiture va déployer toute sa puissance jusqu'à 335 km/h, puis après, ça tombera. On garde donc le même fonctionnement d'annulation du dérating comme moyen d'aller plus vite. Donc évidemment, ce sera vendu comme un boost déclenché par le pilote qui appuie sur un bouton justement pour aller plus vite, pour que ce soit plus simple pour la compréhension du public. Mais ça reste à voir, parce que il y a une autre subtilité encore. Par praticité et surtout par faisabilité, pour éviter que les pilotes se retrouvent sans batterie et surtout qu'ils roulent encore plus à l'économie qu'aujourd'hui, on limite le déploiement comme on vient de le voir. Pour ce qui est de la qualification, on devrait rester sur une répartition 50-50 du thermique et de l'électrique et donc de la disponibilité des 350 kW du moteur électrique. Mais pour la course, et pour éviter encore une fois des courses à l'économie, la FIA pourrait limiter la puissance électrique à 200 kW au lieu des 350. On passerait donc à une répartition 65-35, donc un tiers, deux tiers, sur la délivrance de la puissance du moteur. Ça reste supérieur à la répartition actuelle que l'on connaît aujourd'hui en Formule 1, qui est donc de 80-20. 80% le moteur thermique, 20% le moteur électrique. Donc la proposition, c'est que en course, au lieu d'avoir les 900 chevaux entre guillemets un peu espérés par les motoristes, on se retrouve avec un peu plus de 700 chevaux. Alors du coup, ils auront moins de puissance entre guillemets avec le moteur électrique, mais ils pourront utiliser le moteur électrique plus longtemps sur un tour. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ça donnera une sorte d'équilibre que beaucoup accéléré et j'ai plus rien à voir. Et donc j'ai trois interrogations qui sont venues comme ça dans ma tête vis-à-vis de ce que l'on vient de se dire. Premièrement, si on passe la délivrance du MGU-K à 200 kW en course, est-ce que l'override est juste une annulation du dérating ou est-ce que la voiture pourra déployer 350 kW au lieu des 200 pendant quelques secondes? Si c'est le cas, ce sera donc non pas une annulation de dérating, mais plutôt un push to pass, c'est-à-dire un bouton de boost pour de vrai cette fois-ci, comme le KERS dans les années 2010. Ça reste à affiner du côté de la FIA dans le règlement sportif et ce sera chose faite avant le début de la saison. Deuxièmement, vu qu'il faut quand même pas mal recharger les batteries et que ça se fait uniquement sur les zones de freinage via le MGU-K, est-ce que les freinages seront moins efficaces et donc sur une plus longue distance? Car quand on se sert de la grosse dynamo pour freiner et recharger la batterie, c'est moins efficace que de mordre les disques avec des gros pistons et des plaquettes. Si cela allonge les distances de freinage, je pense que l'on est gagnant car ce sera plus facile pour les pilotes d'anticiper, de gérer et de s'attaquer sur des freinages plus longs. Donc peut-être plus de spectacles pour nous, ou du moins plus de dépassement peut-être de qualité. Troisièmement, à quel point cette perte de puissance dont on vient de parler de l'ordre de 20%, parce qu'on passe à 700 chevaux et quelques par rapport aux 900 et quelques que l'on a aujourd'hui en F1, à quel point cette perte de puissance sera visible sur les temps autour. À l'œil nu, je pense pas qu'on verra une grosse différence sur les chronos. Il ne faudrait pas que ça se rapproche trop des Formule 2, mais normalement ça devrait aller. Dans tous les cas, même si on se retrouve avec des Formule 1, pour certaines parfois plus lentes que des Formule 2, comme ce fut le cas lors de la première année de l'ère hybride, les F1 vont progresser au fur et à mesure des années. Donc, des F1 plus lentes que des Formule 2 ne restent qu'un problème temporaire de début de réglementation, même si, bon, bah ouais, ça la fout un peu mal quand même, voilà. Et donc, je me permets juste une petite remarque sur la peur de voir des pilotes rouler beaucoup plus à l'économie
que de rouler à fond comme on aimerait les voir faire en Formule 1. Pour avoir regardé la Formule E à Monaco, il y a une vraie dimension stratégique sur la gestion de l'énergie et de l'autonomie. C'est une partie d'échec de savoir que celui devant donne un rythme mais consomme un peu plus, celui derrière profite de l'aspiration et économise, mais en même temps il faut pouvoir se placer dans le peloton pour pas se faire avoir et se faire undercutter ou overcutter et pouvoir progresser vers l'avant du peloton. Bref, quand on se penche sur les courses de Formule E, c'est hyper intéressant et le roulage à l'économie a un intérêt au spectacle car c'est une vraie dimension stratégique. Tout le monde pilote à la limite de l'économie, si je peux dire les choses ainsi. La différence avec la Formule 1, c'est que le spectateur en Formule E est au courant de l'autonomie et donc de savoir quelles sont les armes stratégiques de pilotage que le pilote a à sa disposition. Et donc ça permet de comprendre ce qui se passe. On a vu un spectacle très intéressant à Singapour en 2023 avec le rythme à l'économie des leaders pour ne pas user les pneus et faire des jeux de DRS pour se protéger. Mais ce genre de situation n'arrive que très rarement en Formule 1. Est-ce que c'est la bonne direction que la F1 devrait prendre ou pas? Bah ça pour le coup c'est une question, j'attends vos réponses en commentaire évidemment, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne direction personnellement. Pour finir, depuis le début de l'ère hybride, on n'a jamais su en temps réel quelle était la disponibilité de puissance ou de batterie, ou quand les pilotes appuyer sur le fameux bouton Overtake pour savoir s'ils attaquaient ou non, contrairement à l'ère du KERS. Et je trouve que c'est un énorme manquement pour faciliter la compréhension des batailles que l'on a sous nos yeux encore aujourd'hui. Bon, le moteur est même pas dans la bagnole, qu'on sait quoi qu'il arrive qu'on va réduire sa puissance ou en tout cas qu'on va pas être forcément sur un 50-50 mais un 65-35 en termes de puissance parce que on peut pas faire autrement. C'est compliqué. Et donc comme c'est un peu l'enfer, eh ben on met des règles pour pouvoir déployer et recharger les batteries correctement et que ça ne devienne pas n'importe quoi. Mais malgré tout ça, on sait que ça suffit pas. Et que du coup, le moteur va falloir quand même l'aider. Et on a deux manières de l'aider, autrement qu'avec des règles, etc. C'est 1. Avoir moins de poids, parce que c'est chiant le poids. C'est l'ennemi du sport auto, même de la voiture en règle générale. Et 2. C'est de réduire la traînée aérodynamique, parce que là aussi, ça freine beaucoup en ligne droite. On a donc une bonne nouvelle. On parle d'une voiture plus courte de 20 cm, 10 cm moins large et 30 kg plus légère. Ajoutez à cela des pneus moins larges de 2,5 cm à l'avant et 3 cm à l'arrière pour réduire un petit peu le grip, un effet de sol moins important et un plancher partiellement plat qui donne une réduction de l'appui de l'ordre de 30% et une réduction de la traînée de 50%. Voilà, le moteur va pouvoir souffler un petit peu et les voitures vont certainement danser un peu plus aussi pour notre plus grand bonheur. Alors justement, si on parle du poids, là aussi, on demande des voitures plus légères depuis Mathusalem. Et on devrait l'avoir. Et on parle d'une réduction de 40 à 50 kg sur le châssis. Alors, je sais pas vraiment ce que ça va donner parce que le règlement prévoit un alourdissement des power units situé entre 30 et 40 kg. Donc au mieux, on perdrait seulement 10 kg au total sur la balance. C'est pas grand chose, mais on va être honnête, on va quand même prendre. Mais selon les déclarations de Christian Horner quand il était encore chez Red Bull, début 2026, les voitures seront au-dessus du poids minimal. Wolff, lui, admet qu'il y a des choix à faire sur les pièces. Pour rappel, 10 kg, ça coûte entre 3 et 4 dixièmes au tour, donc vous vous pénalisez d'office. Il va donc falloir aller chercher dans tous les petits recoins de la voiture pour être le plus léger possible. Alors bon courage, mais ça paraît assez difficile. Pour Alonso, ça paraît même impossible. Avec le temps, quoi qu'il arrive, les voitures vont naturellement perdre du poids au fur et à mesure que les ingénieurs maîtriseront la réglementation. Bon alors si on se concentre un peu plus sur la partie aérodynamique, parce que c'est aussi un peu intéressant, il y a pas mal de changements, notamment sur la philosophie de la voiture en elle-même. Jusqu'en 2021, on avait des voitures dont le concept aérodynamique produisait beaucoup d'outwash, c'est-à-dire qu'elles rejetaient un maximum de turbulence créée par la voiture vers l'extérieur. Cela créait du dirty air, un sillage turbulent qui empêchait le poursuivant de se rapprocher et empêchait les batailles en piste. En 2022, la réglementation a eu un effet de réduire cet outwash et de faire en sorte que l'air traité par les impadices de la voiture restait relativement parallèle entre guillemets. On a amélioré en tout cas le sillage turbulent pour plus de batailles en piste et ça s'est vu. Mais depuis cette année, et avec la maîtrise du règlement par les équipes, le dirty air est revenu petit à petit et c'est notamment le constat des pilotes Williams. Et donc en 2026, on part sur une philosophie
in-wash, où les flux d'air, même turbulents, sont dirigés vers l'intérieur de la voiture, ce qui, avec le plancher et les tunnels Venturi entre guillemets moins puissants, puisqu'on sera vraiment sur quelque chose de plus plat, ça devrait réduire l'impact du sillage sur la voiture derrière, donc pas mal pour suivre dans les virages et faire des batailles en piste. En parlant du fond plat, puisque ça y est, cette pièce va redevenir vraiment plate à proprement parler, on parle du soubassement de la voiture pour le coup, il y a un petit avantage, c'est que les voitures, contrairement à la réglementation 2022, vont redevenir un petit peu plus souples, ou en tout cas vont regagner de la souplesse sur la partie mécanique. La réglementation 2022 reposait sur l'effet de sol, et pour exploiter au mieux l'appui aérodynamique de la voiture, il fallait avoir une plateforme la plus à l'horizontale possible. En fait, la voiture devait être le plus parallèle à la piste, donc le plus à plat, et limiter les plongeons, les cabrages ou les effets de roulis, car on perdait de l'efficacité aérodynamique. Et donc pour ce faire, les voitures avaient toutes besoin d'être très rigides sur leur suspension. Et cette rigidité rend naturellement la voiture plus fine à piloter à la limite, car le décrochage se fait plus violemment. Bon, vous avez compris, on a donc tenté, on verra si c'est le cas ou pas, de réduire le poids de la voiture. Maintenant, on va s'attaquer à réduire la traînée aérodynamique. Entrent donc en scène les modes X et Z. On parle donc d'aéro active, les ailes avant et arrière vont s'ouvrir pour réduire la traînée en ligne droite. Alors ça reste encore à définir où exactement selon les circuits, mais peu importe les positions et les moments de la course, a priori, tous les pilotes pourront actionner les systèmes comme ils le veulent. Donc ce n'est pas un nouveau DRS, en revanche, le phénomène d'aspiration sera un peu plus réduit, car moins de traînée sera générée par la voiture de devant, donc sans le override dont on a parlé, les dépassements devraient difficilement se faire en pleine ligne droite. En revanche, vu qu'on aura moins de traînée, on va gagner en vitesse de pointe à ce moment-là. Et la vitesse de pointe est un sujet qui est sur la table, car si on va trop vite, les circuits vont devoir revoir leurs infrastructures pour assurer la sécurité des pilotes en cas de sortie de piste, notamment à haute vitesse. La vraie question, c'est à quel point la perte de puissance du moteur sera compensée par la réduction de la traînée aérodynamique. Et ça, on le saura quand les voitures prendront la piste. Alors, à voir si c'est utile que le spectateur soit au courant de savoir si le pilote a activé son mode X ou Z, les ailerons qui basculent en ligne droite, etc. Je suis pas certain que ce soit forcément très utile de le savoir ou de le matérialiser à l'écran, sachant que ça, a priori, c'est pas une arme stratégique de pilotage pour une bataille. Donc voilà, je suis pas sûr qu'on y gagne à savoir que Alonso a ouvert ses ailerons, etc. Voilà. Bon, on a vu qu'on a voulu simplifier le moteur en retirant un élément, mais du coup, pour pouvoir atteindre des performances similaires, il faut le faire fonctionner différemment, et c'est un casse-tête pour tout le monde. Et comme l'unité de puissance ne peut pas récupérer autant d'énergie qu'avant, on a dû repenser tout le châssis et l'aéro pour l'aider, par notamment de l'aéro active. Bon alors vous avez compris, c'est assez complexe, mais mine de rien, on arrive à quelque chose de relativement équilibré. C'est hyper intéressant d'un point de vue technique, même si bon, c'est peut-être pas la direction qu'on aurait voulu prendre, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais en fait, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi? Pourquoi la F1 fait tout ça en fait? Officiellement, on a évidemment plusieurs raisons ou plusieurs justifications. La Formule 1 s'est mis l'objectif d'être neutre en carbone d'ici 2030. Cela passe par plein de moyens à mettre en place comme la logique du calendrier et des déplacements, réduire l'empreinte carbone des grands prix car ça reste le déplacement d'une foule de plusieurs centaines de milliers de personnes qui pollue le plus. Et évidemment, cela passe par aussi la démonstration technologique que la Formule 1 est un laboratoire pour la voiture de demain en innovant et en éprouvant des technologies que l'on n'a pas encore vues. Le carburant synthétique ou pousser encore plus loin l'hybridation par du software, du logiciel, etc. par exemple. Bon alors évidemment à partir du principe que le travail ne doit être que fait sur les Formule 1 qui roulent sur les circuits pour dire ça y est on est écolo et tout, c'est être spectaculairement simplet ou turbo-con, hein, comme vous préférez. Je sais pas, moi ça me paraît tellement logique que c'est pas les 20 bagnoles qui polluent le plus quoi, enfin bon bref. Donc oui, la Formule 1 se fixe des objectifs pour retrouver, regagner ou gagner tout simplement un rôle sociétal fort et on en avait parlé notamment dans la vidéo sur les V10.
que vous avez été nombreux à beaucoup aimer, et je vous en remercie encore une fois. Alors, vous penserez ce que vous voulez du net carbone 2030 de la Formule 1, chacun aura son avis et ses opinions, si c'est bien, si c'est mal, si c'est du greenwashing ou pas, vous vous débrouillez, mais en fait, à un moment donné, on ne pourra pas taxer tout le monde de greenwashing pour la simple et bonne raison qu'il faut bien commencer quelque part et que c'est ça le plus important aujourd'hui et qu'il faut progresser. Derrière, il y a un vrai débat philosophique sur notre avenir en tant qu'espèce qu'on pourrait résumer de manière peut-être un peu extrême à s'il faut se priver de tout, à quoi cela sert-il de vivre ? Alors là, évidemment, vous pouvez partir sur une dissertation de 45 pages en abordant énormément de thèmes différents, mais là, pour le coup, c'est pas l'objet de cette vidéo. Alors en vrai, dans tout ça, moi, ce qui m'a intéressé le plus ces derniers mois, avec cette réglementation 2026, c'est surtout son côté impact sur le business de la Formule 1. Car la Formule 1 ne s'est pas cachée de ses ambitions après le décollage de sa hype de Drive to Survive et de sa bonne santé financière et surtout la viabilité des équipes. Maintenant que les fondations sont posées, comment on continue de construire un sport pour qu'il rapporte toujours plus de thunes? La réglementation 2026 de Formule 1 a servi à draguer le groupe Volkswagen pour faire venir pourquoi pas plusieurs marques, dont Porsche et Audi. Porsche s'est tombé à l'eau avec Red Bull, mais Audi s'est engagé. Et dans le même temps, Honda, qui avait annoncé son départ, est finalement revenu sur ses pas pour confirmer un engagement en Formule 1 avec Aston Martin. Donc sans créer une écurie supplémentaire, une 11e écurie, la Formule 1 a réussi à attirer des constructeurs automobiles et à pérenniser les écuries qu'elle avait déjà. Franchement, top! Alors si un règlement technique donne une justification pour des constructeurs automobiles d'entrer en Formule 1, il faut aussi que le sport ne soit plus un gouffre ou seulement une pirouette marketing à plusieurs centaines de millions de dollars. Il faut pour cela que la Formule 1 donne un vrai bénéfice d'image et ça passe notamment par ne pas être dernier sur la grille de départ ou alors cela ne représente pas des pertes colossales en termes d'argent. Et si jamais il y a moyen de faire peut-être une petite plus-value en ayant racheté une écurie et en la revendant quelques années après, le coût de l'opération fera moins mal sur les bilans financiers en fin d'année. Mais derrière l'arrivée d'Audi, il y a finalement, depuis quelques mois, voire quelques années, l'arrivée des fonds d'investissement. Et c'est le cas pour Audi avec le fonds souverain du Qatar qui entre dans le capital de l'écurie. McLaren, par exemple, est sous contrôle du fonds souverain de Bahreïn depuis relativement longtemps. Le fonds souverain d'Arabie Saoudite détient quelque part chez Aston Martin et cherche à avoir plus, que ce soit une écurie directement ou une part de la Formule 1 elle-même ou à faire plus autour de son propre Grand Prix. Ryan Reynolds et son fonds d'investissement sont chez Alpine. Dorilton Capital, un fonds d'investissement new-yorkais, a racheté Williams en 2020. Et donc l'entrée de Cadillac n'est en réalité pour l'instant que du sponsoring puisque celui qui lâche les thunes s'appelle Mark Walter à travers sa structure TWG comme on en avait parlé en début d'année dans la vidéo Cadillac. Et donc si on refait un petit peu l'histoire, après les cigarettiers qui ont financé la Formule 1 pendant des décennies, Bernie Ecclestone, lui, attendait justement les géants de la tech pour investir dans ce sport-là, qui ne sont jamais venus. Et donc, on a eu un petit creux en Formule 1 dans les années 2000-2010, si on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, après un petit rush de la crypto-monnaie en F1, on est définitivement rentré dans l'ère des fonds d'investissement et de la finance globale qui investissent le sport et qui en voient comme un actif sur lequel investir pour pouvoir récupérer de l'argent à plus long terme. Alors finalement, le règlement 2026 ou même le règlement technique de manière générale ne sert que d'amplificateur au sport et à sa valeur. Si avec le règlement technique, on arrive à produire des voitures de course qui nous font des courses absolument folles, c'est bénéfique, ça va être encore meilleur. Mais si ça nous pond des bagnoles pourries qui pourrissent le spectacle, bon, bah, il y aura un effet de latence, un effet d'inertie avant qu'on commence à dire ah, le sport est en train d'être sur le déclin là. Et il faudra peut-être penser à partir. Bon, mais dans tout ça, et nous les fans, ça donne quoi? On vient de parler de règlements techniques et d'enjeux financiers, mais vous n'avez pas rêvé. À aucun moment, je ne parle de l'impact de la Formule 1 sur nous les fans. Et pourtant, c'est bien les spectateurs qui font vivre tout ce beau monde, car c'est lui qui paye, directement ou indirectement, pour regarder 20 pilotes se la donner un dimanche sur deux dans l'année. Le fan n'est pas spécialement difficile. Il veut simplement de l'émotion, qu'elle soit sportive ou technique. Le podium d'Hülkenberg, oui, grand moment. Une Formule 1 qui fait un bruit strident et qui vous prend aux tripes,
Oui, merci. Donc, la complexification du fonctionnement technique des voitures, on peut passer outre, si sportivement on comprend ce qu'il se passe. Et l'ère hybride, de mon point de vue, a réduit grandement cette compréhension par rapport aux années 2010. On s'en fout que le moteur soit 50-50 ou alors qu'il fonctionne avec un carburant de synthèse quand on regarde Piastri et Norris se battre en piste. On veut comprendre comment l'un arrive à prendre le dessus sur l'autre. En revanche, oui, c'est un bonus qu'on prend volontiers de se dire la F1 ne fait pas rien pour réduire son empreinte carbone et même un jour peut-être que ça pourra m'être bénéfique ou que ce sera bénéfique à mon voisin, etc. Mais on pense et on parle de ce genre de sujet à table avec des potes, à des collègues à la machine à café, mais rarement pendant un Grand Prix, rarement pendant que le sport est censé nous transmettre des émotions brutes. Alors, pour qui la réglementation 2026 de Formule 1 a été faite? Pour Audi, pour qu'ils puissent venir en Formule 1 et que ce soit un peu stylé? Pour les financiers qui ont investi en Formule 1 pour essayer de faire une marge là-dessus? Ou peut-être pour les fans? Je sais pas. Peut-être un peu pour tout le monde au final, mais on verra l'année prochaine pour qui elle sera vraiment bénéfique en espérant que les fans en fassent partie. La réglementation 2026 va avoir du mal à démarrer et ça c'est certain. Quoi qu'il arrive, comme en 2022, les voitures prendront la piste à l'abri des regards, même si la sécurité sera encore un peu plus accrue. Je suppose qu'on arrivera à avoir des photos. Il y aura beaucoup de problèmes techniques à n'en pas douter, mais en fait c'est juste normal quand on voit le challenge technique qu'il y a pour les équipes. On s'inquiète sûrement trop, on voit les choses en général plus sombres qu'elles ne le sont vraiment. Alors oui, la réglementation 2026 de Formule 1, elle fait peur, parce qu'on ne sait pas encore comment on va comprendre la complexité que l'on aura à l'écran, ou même si elle est nécessaire. Mais devant l'énormité que sont devenus les enjeux financiers de la Formule 1, on peut se dire qu'ils ont tout intérêt à garantir du spectacle, sinon ça va pas bien se passer. Donc je me dis, il y a quand même une petite lueur d'espoir. Quoi qu'il arrive, il faut que ça se passe bien, ils sont obligés, ils n'ont pas le choix, il y a trop de thunes. Ouais. Vous voyez, moi qui étais pessimiste sur cette réglementation 2026, en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que peut-être il y a quand même un espoir que ça se passe bien et que ce soit un peu stylé. J'espère que vous aurez plus de l'espoir, parce que c'est une émotion qui est quand même un peu plus positive que du doute ou de l'incertitude. Je peux pas vous empêcher d'en avoir, évidemment, et même moi j'en ai, mais si on peut rebalancer un petit peu la chose et équilibrer avec un peu plus d'espoir pour que ça nous détende, bah, si vous avez ressenti ça devant cette vidéo, tant mieux. Si c'est pas le cas, bon, bah, au moins vous avez appris des trucs sur le règlement technique en 2026.